En fait, si Max Verstappen vient au Mans sur le projet, avec le projet Aston Martin et au volant d'une Valkyrie, franchement, ça serait pas un pied de nez à l'histoire, mais ce serait un truc un peu paradoxal. Que c'est quand même pas incompatible d'avoir cette expérience en monoplace pour vraiment avoir les bases du racecraft, quoi, de vraiment la performance pure sur un tour, et puis après il y a l'adaptation en endurance. Et là c'est pareil, il la met vraiment bien, quoi, parce qu'il y a les pneus qui certes absorbent le choc, mais ont aussi cette aptitude à renvoyer la voiture, quoi. C'est vrai. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte, multidisciplinaire, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Faut pas que tu rallonges à chaque fois parce que tu vas te compliquer la vie quand même. C'est vrai, je finis par ne plus savoir ce que je dis. En tout cas, on est dans le 53e numéro de notre podcast Endurance Club. On va revenir sur les 12 heures de Sebring, la 73e édition dans cette année 2025, et une 73e édition qui a eu un petit goût allemand. Mais ça, on l'avait dit, hein, justement, si vous étiez avec nous la semaine dernière, on s'y attendait. Donc, on va revenir sur cette épreuve, et puis comme à notre habitude, on va essayer de vous donner des chiffres, des petites infos, insolites ou non, des infos historiques, et des infos qui vont vous permettre de mieux connaître le monde de l'endurance, et en particulier cette course des 12 heures de Sebring que l'on va décrypter, décortiquer. 56 voitures au départ, et on a eu, comme d'habitude, une fin de course très très disputée, avec une victoire allemande. On l'avait un petit peu présenté la semaine dernière. Je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait une victoire d'une hélice, mais c'est une victoire Porsche finalement qu'on a pu constater, Geoffroy. Une course qui a été vraiment très très riche en enseignements, je dirais, et puis il y en a certains qui se sont un peu pris les pieds dans le tapis. Ouais, écoute, c'est un peu le rattrapage de Daytona peut-être pour Porsche, dans le sens où certes ils avaient déjà gagné mais ils n'avaient pas fait le doublé, et Nakura qui s'était émissé. Là, ils font un doublé, donc mainmise encore plus forte sur le classement final. Après, pendant l'épreuve, oui, si, elles ont toujours été là, les Porsche. Mais on a vu qu'elles ont émergé encore plus quand les conditions devenaient plus fraîches et quand la nuit s'est installée. Et effectivement, comme tu le dis, en face, la riposte est venue, on va dire, de deux... Il y a deux constructeurs qui tenaient quand même face à Porsche. Un, il y avait BMW, notamment parce qu'il y a eu déjà la pole position de Vanthoor. Et puis, on l'a vu, hein. Les M hybrides V8, je sais plus dans quel ordre c'est. Si c'est dans cet ordre-là, c'est bon. Sont rapides cette année. Sur un tour, ça va vite. Sur des relais, ça va vite aussi. On a vu des BM dépasser des Porsche. Donc en course, en train, ça le fait. Et puis l'autre force d'opposition, on va parler de tout ça, mais c'était Cadillac. Mais voilà, après, il y a le niveau des pilotes et il y a les conditions de course, et qui font que finalement, c'est Porsche qui est peut-être la proposition la plus homogène, et notamment le trio Nasser, Tandy, Vanthoor qui marche quand même sur le début de saison, quoi. Ah c'est incroyable. L'année dernière, on avait le trio donc en WEC, on le disait, avec Estre, Vanthoor et Lauterer. C'est vrai. Là, justement, on a encore Vanthoor qui est dans le coup. Il est plutôt toujours bien entouré. Avec Nasser et Tandy, ça fait un sacré trio. Et surtout, c'est une deuxième victoire dans une classique floridienne. Là, ils ont gagné les 36 heures de Floride, finalement, puisqu'ils ont gagné les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. On s'y attendait pas vraiment à ce point-là. Mais c'est vrai que la proposition est assez forte, de la part de Porsche. On va y revenir d'ailleurs tout de suite. Porsche Penske qui s'impose avec un doublé, une marche triomphale qui a été un petit peu pas perturbée, mais enfin en fin de course ça aurait pu redistribuer les cartes, parce qu'il y a encore eu un full course yellow et une neutralisation à moins d'une heure de l'arrivée, mais ça on le savait. Et Porsche donc qui fait un exploit vraiment retentissant. C'est pas la première fois que ça arrive, d'avoir une équipe qui s'impose à la fois à Daytona et à Sebring. C'était le cas d'ailleurs avec le Wayne Taylor Racing il y a quelques années de ça. Mais on va forcément avoir en tête les 24 heures du Mans maintenant pour compléter cette trilogie. C'est jamais arrivé, je crois, de mémoire, ou en tout cas dans l'histoire récente, qu'une équipe, qu'un constructeur gagne justement les trois course principale, j'allais dire, de la saison. 24 heures de Daytona, 12 heures de Sebring et 24 heures du Mans. Alors j'évacue les 24 heures de Spa parce que c'est un petit peu différent, ouais. mais en tout cas pour l'endurance et les protos, c'est vraiment trois courses qui comptent. Et en fait, non, mais tu t'évacues les 24 heures de Spa, mais parce que c'est à part, et t'as totalement raison. En fait, c'est propre au règlement aussi, c'est-à-dire que enchaîner les trois courses pour un même constructeur, alors une même équipe ou un même pilote, ça on n'en parle même pas, mais déjà pour un constructeur, pour un même modèle, on va dire,
c'est longtemps resté impossible parce que les règlements font que les voitures ne sont pas éligibles dans tous les championnats. Donc déjà, comme tu dis, on dégage les 24 heures de Spa ou les 24 heures du Nürburgring qui, par essence, sont des courses totalement différentes. Mais si on se concentre sur Sebring, Daytona, Le Mans, c'est possible depuis quelques années, depuis qu'il y a la catégorie hypercar, donc. Mais avant, c'était possible aussi pendant les années 2010. Non, même pas, parce qu'à Daytona, ça roulait pas, tu vois, je me prends mon propre piège. Mais non, à Daytona, c'était valable R10... à l'époque, en GTP, justement, à l'époque, dans les années 90. En fait, voilà, la dernière fois que ça a eu lieu, le même constructeur a gagné les 3 courses, donc Daytona, Sebring, Le Mans, c'est 87, et c'était avec une Porsche 962. Oh, donc ça nous... tiens, déjà. Ouais, ça nous dingue. Assez loin, tu vois, bientôt 40 ans. Putain, j'allais dire 30, mais non, bientôt 40 ans. Et, c'est dingue. Mais c'est marrant parce que ça fait un vrai parallèle avec l'histoire, c'est-à-dire que la Porsche 963, l'hypercar qu'on connaît aujourd'hui, elle est nommée comme ça, en référence justement à cette Porsche 962, comme si elle s'inscrivait dans sa continuité, alors qu'entre-temps, on a eu la 919, enfin, on a eu un autre proto Porsche, mais ils l'ont inscrite un peu dans cette veine-là, et le début de saison, pour l'instant, malheureusement, fait un peu penser à cette domination des 962 dans les années 80, puisque le groupe C, discipline que j'adore, et d'ailleurs que je vais être amené à commenter cette saison, le groupe C, c'est une période mythique, mais faut pas oublier quand même qu'à l'époque, c'est Porsche qui écrasait tout, quoi. Hein. Donc, il y a beaucoup de très belles voitures, de très beaux projets, d'excellentes anecdotes qui sont sorties de cette période, mais Porsche a quand même écrasé la catégorie. Et là, en IMSA, j'ai un peu peur aussi. Et pourquoi pas le triplé Sebring, Daytona, Le Mans cette année, ouais. Et pourquoi pas, parce que l'année dernière, Porsche avait déjà marché sur l'IMSA. Là, c'est reparti pareil. Et pourtant, j'allais dire, ils sont pas dominateurs, parce que tu l'as dit, à Daytona, il y avait une Acura qui s'est glissée dans le trio de tête. Là encore, une Acura derrière. C'est BMW, je trouve en tout cas, qui se rate vraiment. Encore une fois, ils partaient en pole, encore une fois avec Vanthoor, encore une fois une pénalité d'entrée de jeu comme à Daytona, alors pour une raison différente. Mais c'est pas possible, ça ne va pas fonctionner ou quoi pour ces BMW à la régulière, je veux dire, face à Porsche. Il faut qu'il y ait de la pluie comme à Indianapolis, ou il faut qu'il y ait une Porsche qui soit disqualifiée comme à Watkins Glen il y a 2 ans pour que ça gagne. C'est pas possible. Il faut, je veux bien ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il faut. C'est marrant parce que sur le sujet BM, maintenant qu'on a un peu plus d'1 an de recul de podcast d'Endurance Club, tu sais, j'ai l'impression qu'on est passé un peu par toutes les phases avec BM. Le moment où on se disait... moi, j'ai souvent... c'est bien, il y a les archives audio, vous pouvez les vérifier. Moi, j'ai souvent défendu les équipages BM en disant que je pense que ça fait partie des équipages les plus solides en termes de complémentarité de pilote, d'expérience et de potentiel aussi pour aller gagner. Je disais ça l'année dernière, par exemple, quand... chez Porsche, par exemple, il y avait André Lantereur qui est... C'est pas être méchant que de dire ça, vous savez combien je l'adore, mais qui est plutôt vers la fin de sa carrière. Ou d'autres équipes où on sent qu'il y a un mix un peu entre des pilotes qui sont là parce que y a des intérêts, des sponsors, etc. Je trouve que chez BM, ils ont vraiment une line-up qui est ultra solide. Sauf qu'après, j'ai un peu douté parce que je trouvais que du Philippe Eng était un peu limité, je trouvais que Marco Wittmann n'était pas aussi au niveau que je pensais, Marcello m'avait pas forcément super séduit l'année dernière, etc. etc. Là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé ce haut niveau chez BMW, mais on est vachement dépendant des performances individuelles, et encore une fois, Dries Vanthoor, il fait le meilleur et le pire, quoi. C'est-à-dire qu'il est ultra rapide sur un tour, et donc tu l'as dit, hein, il y a eu une pénalité. Pourquoi ? Parce qu'il fait un changement de ligne dès le départ, mais le gars, c'est un... Ça, j'ai trouvé que c'était un peu violent, un petit peu sévère, voilà. Sauf que lui, c'est vraiment un lion en cage, quoi. Enfin, il y a une course de 12 heures, il peut pas s'empêcher d'aller... Enfin, tu vois, il fait des mini-conneries, c'est un gosse, quoi. Il est plus jeune que son frère. Mini-conneries, mais... Oui, c'est vrai qu'il est plus jeune, mais soit au début de course, comme là où ça a un petit peu pénalisé BMW et ça les a mis, alors pas si loin que ça, mais quand même pas forcément sur la track position dans les meilleures dispositions, ou alors une connerie en fin de course, la Daytona, où il va taper de manière totalement inutile une voiture GT, quoi. C'est dommage parce que on en a parlé un petit peu avant, et ces 12 heures de Sebring, pour moi, elles mettent vraiment le curseur sur le fait que c'est une course d'endurance. Il y a des trios de pilotes, mais c'est la performance individuelle qui vraiment, là, pour moi, a marqué le truc. Je te rejoins.
Chez Bah, je te Porsche, rejoins parce que ouais. on a, tu vois, chez Porsche, on a Nasser, franchement, qui est un cador. Honnêtement, faut quand même le reconnaître, hein. C'est vrai que Felipe Nasser, j'avais tendance à dire qu'il était très rapide, mais qu'il pouvait faire quelques petites erreurs. Là, je te parle d'il y a 2, 3 ans. Mais force est de constater que, voilà, lui, c'est un ancien pilote de F1 Mhm. qui a quand même plusieurs titres à son actif en IMSA. Et là, eh ben, à Daytona, c'est lui qui a gagné. Et j'allais dire à Sebring, c'est lui qui a aussi bien permis de placer cette Porsche aux avant-postes. Tandy a eu son rôle aussi, parce qu'il y a eu une belle bataille face à la Cadillac que j'attendais pas, avec un Fred Vesti ultra performant finalement. Il a mis un peu de côté Earl Bamber sur le rythme en lui-même. C'est Earl vrai. Bamber qui n'a pas fait de bêtises, j'applaudis. Mais franchement, Bamber, bah, il a été un petit peu éteint, j'allais dire, entre guillemets, hein, par la performance de Fred Vesti. Mais tu vois, Fred Vesti, comme tu dis, donc c'est lui qui a le tour le plus rapide sur la Cadillac. Mais par contre, chez Porsche, Oui. Felipe Nasser, c'est lui qui était au volant au départ, donc c'est quand même aussi une preuve de confiance quand on te donne le volant de la voiture au départ. C'est lui, Et c'est pas mal, c'est vrai que j'avais pas réfléchi. Il fait départ et arrivée quand il même. fait départ, arrivée, attends, c'est pas fini, il fait le meilleur tour de la voiture, et c'est lui qui aussi a fait la qualif. Donc si tu veux, enfin, il endosse un rôle quand même hyper fort, quoi. On te fait Oui, confiance sur je la suis d'accord. performance pour un tour, on te fait confiance au départ, à l'arrivée, et en plus, entre-temps, il signe le meilleur tour de la voiture. C'est juste incroyable, quoi. Ah ouais, non franchement là, vu comme ça, moi je pense vraiment que ça a été la clé pour encore permettre à Porsche de s'imposer parce que il a encore dû résister en fin de course à une Porsche Ouais. comme à Daytona. Alors même s'il n'y a pas eu le doublé, on l'a dit parce que Blomqvist s'était intercalé à Daytona, mais il a fallu résister, être fort aussi parce que quand c'est son équipier, bah, on sait très bien que on n'est pas si à l'aise finalement parce que si on se met vulnérable, c'est-à-dire que l'équipier va tenter de passer, mais celui qui veut dépasser va essayer de prendre un peu de risque, mais pas trop, et puis celui qui se fait dépasser, il faut aussi qu'il ait en tête qu'il faut pas refermer la porte. Enfin, c'est plus difficile, je trouve, de se battre face à un équipier en fait. C'est plus difficile, mais je pense que c'est aussi plus confortable de se dire qu'on est en Hmm. contrôle, tu vois. Enfin, en tout cas, le constructeur est en contrôle. Ouais, oui, il faut savoir mettre son ego de côté. Je sais pas. Enfin, et Ouais, ouais. puis, c'est aussi, bah, on peut avoir une pensée. Je sais que tu aimes bien saluer aussi les Français à chaque fois, mais on a quand même Oui. Mathieu Jaminet et Kevin Estre qui sont donc deuxième Ah. avec Matt Campbell. Matt Campbell qui a été le plus rapide aussi. Enfin, qui a été le plus rapide. C'est lui Oui, qui a signé le tour alors le tu plus sais rapide quoi? sur la voiture. Voilà. Il s'est rattrapé, alors je ne sais pas à quel Ouais. moment il l'a signé, c'est ça aussi qu'il faut faire Oui, 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 non, un bien petit sûr. peu attention. Il s'est rattrapé de ce qu'il a montré au Qatar en WEC, parce que franchement j'avais été déçu de la performance de Campbell. Là pour le coup, il a été très solide, Mathieu aussi et Kevin bien sûr. Donc on avait un beau trio, moi je pensais même d'ailleurs que sur le papier c'était le meilleur trio de chez Porsche. Et ben là, ça fait 2 fois qu'ils sont deuxième ou troisième. Bon, après, en rythme, Kevin Estre et Mathieu Jaminet sont quand même devant. Mais, tu vois, mais en tout cas, Bah oui mais bon, ça suffit pas. mais il y a cette vraiment. J'insiste sur ce point, tu vois, je trouve qu'il y a une vraie belle complémentarité entre les pilotes. Et là, on a eu bah, le fait que Felipe Nasser, comme tu dis, a brillé. Je sais pas si on lui doit cette victoire, mais donc c'est quand même Nick Tandy qui occupe un peu plus la une des Ah journaux oui, et ah l'attention, non mais alors puisque du là, coup, il non enchaîne mais encore un nouveau c'est l'homme succès. fort. Ouais, voilà. Mais il est incroyable, l'homme fort de l'endurance, la triple couronne de l'endurance. Il a gagné Daytona, il avait gagné les 24 heures du Mans, ça y est, il a gagné les 12 heures de Sebring, c'est le 10e à effectuer cette triple crown, parce qu'il y a tellement de références justement à Tandy qui donc, on l'avait dit la semaine dernière, mais rejoint Timo Bernhard, rejoint Marco Werner, Hurley Wood, Andy Wallace, Ed Foyt, Jackie Oliver, Hans Hermann, Phil Hill, Al Olbert. Waouh, ça fait rêver quand même cette liste, c'est incroyable. Et attends, et je t'en ajoute, le palmarès de Tandy, il augmente de jour en jour, de course en course. Il a été le premier à gagner le Big Six des courses d'endurance, pardon, en ajoutant donc en plus de Spa, du Nürburgring, du Petit Le Mans, du Mans, du vrai Grand Mans, de Daytona, Spa, je sais même plus ce que j'ai dit, Sebring. Enfin bon, bref, il en est à 6 quoi. C'est juste Non, mais incroyable. c'est ça. Maintenant, C'est il va s'attaquer au record de Christophe Bouchu, les 24 heures de Dubaï, mesdames et messieurs. Attends, mais alors, tu rigoles parce que donc en fait oui, ce que Quoi? tu disais, le Big Six, en fait ils ont créé ça là plus ou moins. Ça c'est un truc de Ouais, mais enfin, journaliste c'est dingue. américain un peu, je pense. Oui, Ça doit venir de Sportscar 365 ou. Mais c'est possible. il a quand même gagné le Petit Le Mans. C'était avec la Porsche 911, c'est Ah, ça, non? C'est tu 2015 sais que je l'ai. ou. Mais oui, je l'ai Ouais, c'est commenté. ça. C'était Ouais. une GT qui a gagné. Ouais. Alors, on sait que les conditions étaient un petit peu difficiles, mais je me souviens, il était c'était avec Patrick Pilet, je crois, Ouais, ça doit être qu'il ça. avait gagné. Et Kevin Nestre, si je dis pas de bêtises. Je sais Allez. plus le trio, je me souviens plus. Et, Mais en tout cas, il avait gagné avec une GT, quoi. mais par C'était contre, fou. tu rigoles avec les 24 heures de Dubaï, mais est-ce que tu crois pas que
Tandy peut Qui va s'y avoir mettre. Je sais que chez Porsche, je sais pas s'ils sont joueurs à ce point-là. Parce que bon, ils ont aucun intérêt à pousser les potards encore plus loin. Mais à la limite, pourquoi pas lui, surtout qu'il a sa structure, il a une équipe, enfin je veux dire, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi il se lancerait pas dans les 12 heures de Bathurst, tu vois, enfin des trucs un peu plus improbables. Je veux dire, les 24 heures de Dubaï, sans manquer de respect aux 24 heures series, enfin quoique si, parce que, ils m'ont déjà volé des photos et tout ça, enfin bref, donc... mais c'est quand même beaucoup plus abordable pour gagner au général que n'importe quelle course, n'importe quelle manche, IMSA ou WEC, etc. Enfin, je veux dire, les 24 heures de Dubaï, je pense que une équipe, Earl Bamber, pardon, Nick Tandy, il s'associe par exemple à Timo Bernhard ou je sais pas qui, avec une voiture bien préparée en Allemagne, etc. Ou Earl Bamber, EBM, voilà, Earl exactement. Bamber Motorsport. Je veux dire, tu peux trouver une association avec une structure, des mécaniciens, etc. Je pense que les 24 heures de Dubaï sont accessibles, sincèrement. Accessible, mais ça veut pas dire forcément que c'est facile, parce que tu vois, quand on prend les choses un petit peu trop par-dessus la jambe, entre guillemets, eh bien, on se dit que c'est gagné, et puis c'est là où on se perd finalement, parce que tu vois, quand on a 9 titres de champion du monde, des rallyes par exemple, et qu'on s'attaque au Dakar, oui. Eh ben, c'est pas si simple de gagner. Non, mais je veux dire, tu fais un très bon parallèle, mais je pense que Nick Tandy peut se passer du soutien officiel de Porsche pour aller gagner les 24 heures de Dubaï, par exemple, c'est ça que je veux dire. Ok, ça je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a envie de le faire? Je ne sais pas. Bathurst, c'est un peu plus tendu, parce que maintenant, c'est quand même devenu un truc où SRO à la main. Il y a beaucoup d'applications locales et ouais, c'est plus compliqué. Si t'as pas la bonne caisse avec la bonne balance de performance, t'es mort à Bathurst. Et qu'est-ce qui lui reste alors comme épreuve à aller gagner? Non, mais c'est intéressant en vrai. Tu crois pas qu'il pourrait se mettre en mode aller chercher les... Ça serait génial. Un peu à la mode Alonso, tu vois, d'aller chercher les meilleurs, les 24 heures de Zolder courses à gagner. Ah ouais. Les 24 heures Bricard à Silverstone. Je me demande s'il a pas déjà gagné des courses comme ça quand il était plus jeune, parce que il a beaucoup roulé en British GT aussi. Non mais Nick Tandy, il est incroyable, franchement. Et donc j'ai retrouvé, ça y est, la stat. Ce n'était pas avec Kevin Estre, mais c'était avec Richard Lietz. J'ai failli le sortir en plus. C'est quoi, j'ai failli le sortir, Richard. Bravo. Ah ouais, non mais il est là aussi, le pilier de chez Porsche. Il est toujours là, ouais. Richard Lietz qui avait gagné. Ah ouais, il est bien là, il est bien installé. Hein. Et donc du coup, oui, c'est vrai que ça peut être le prochain défi maintenant de Nick Tandy. Aller voir s'il peut pas gagner d'autres courses pour étoffer son palmarès et devenir un peu, franchement, c'est un peu différent de ce qu'ont fait Christensen et Jackie X, mais enfin ça peut devenir vraiment une référence de l'endurance, Nick Tandy. Il peut se construire cette ambition-là en tout cas. En tout cas, ouais, et puis un peu en mode indépendant, tu vois, enfin je veux dire, le côté, parce que on en a déjà parlé, mais un peu en mode baroudeur, parce que c'est un gros fêtard, Nick Tandy. Hein. Donc je le vois bien, tu vois, quand il sera retraité, quand il aura un rôle un peu plus en retrait chez Porsche, parce que ça va forcément évoluer comme ça. Hein. Je le vois bien, tu vois, aller faire des piges comme ça dans des courses et ouais, essayer d'en avoir d'autres, ça peut être marrant. En tout cas, lui, ce que je vois, c'est que Timo Bernhard, donc, était le plus récent des pilotes à avoir rejoint cette liste des pilotes ayant gagné les 3. Il a un rôle chez Porsche. C'était en 2008 vas-y, dis-moi. C'était en 2008 que justement la dernière victoire remontait pour Porsche, on l'avait dit la semaine dernière, avec une RS Spider. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment quand même que Porsche n'était pas imposé. Et donc voilà, avec un trio, Romain Dumas, Emmanuel Collard et donc Timo Bernhard qui, oui, je te rejoins, a un rôle quand même d'ambassadeur chez Porsche. Il a un rôle d'ambassadeur et même plus loin que ça, il a un rôle de lien, comment on appelle ça? Ouais, il fait la relation entre le pool de pilotes Porsche, donc les pilotes des 963 et les ingénieurs, la direction. Enfin, en fait, il est un peu homme qui essaie de faire que tout le monde s'entende bien. Et enfin, voilà, il y a des choses que les pilotes n'ont pas envie de dire forcément en frontal au management. Et inversement, il y a peut-être des messages que le management veut faire passer aux pilotes sans les convoquer dans un bureau entre quatre yeux. Donc, en fait, Timo Bernhard, il a ce rôle de... C'est difficile à définir, quoi. Mais vraiment de lien entre les pilotes et la direction. Ouais, c'est Et vrai. je sais pas si Nick Tandy pourra évoluer aussi dans un poste comme ça, mais voilà, ça se fait beaucoup. Hein. On voit aussi Nakajima chez Toyota. Enfin, bref. Kobayashi. Tu vois, il y a ce côté pilote d'expérience, comme tu le dis. Nick Tandy, s'il a gagné autant de courses, c'est pas par hasard. Il faut de la chance dans le sport auto, mais autant, c'est pas possible. Il y a d'autres paramètres. Et donc, c'est précieux aussi. Au-delà des victoires et des statistiques, je pense que c'est le genre de compétence qui est ultra précieuse. Et à mon avis, il aura un rôle chez Porsche ensuite, une fois sa carrière terminée. Je dis ça parce qu'il a 40 ans, non? Il approche des 40 ans, Nick Tandy, je pense. Nick Tandy, ouais, il est pas tout jeune, hein, mais par contre, alors tu vois, c'est le truc, il a eu 40 ans le 5 novembre, tu vois. Donc,
il a vraiment de l'expérience, j'allais dire, une expertise. Et c'est surtout que moi, je trouve là aussi qu'il a changé son approche peut-être. Je le voyais beaucoup faire de bêtises, moi, Nick Tandy. J'avais un peu l'impression, à Mhm. l'instar un peu d'un Earl Bamber, je faisais le parallèle. D'ailleurs, ils ont gagné au Mans ensemble. Mais là, il s'est calmé, il a fait des super manœuvres encore une fois. Ouais, je trouve qu'il a de la sérénité un petit peu plus parce que voilà, quand tu gagnes, bah, mine de rien, tu vas plus aller chercher peut-être, oh, quoique, mais le dernier espace et les petits centimètres qu'il faut parce que voilà, t'es relax et tu sais très bien que ça va le faire et que t'as l'expérience. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu plus philosophe. Je Mhm. m'enflamme peut-être, mais en tout cas, voilà, il a entre autres offert la 20e victoire de Porsche à Sebring. Tiens, tiens, en juin, c'est une 20e victoire aussi qui est visée aux 24 heures du Mans. Bon, après, il est devenu philosophe, mais il a aussi un philosophe avec lui, parce que Ventor est quand même très, qu'on l'avait déjà dit, hein, C'est vrai. spirituel, réfléchi, etc. Nasser, je sais pas, je le connais pas, je le connais moins, mais il m'a Un l'air peu un peu moins, plus fougueux, ouais. Ouais. mais en Mm. tout cas, voilà, il a réussi quand même à avoir les épaules solides et Mm. à Mm. tenir la pression, hein, Felipe Nasser. Je pense que c'est un beau trio aussi, Oui, ouais, finalement. ouais. Je m'attendais plus à voir, encore une fois, je me répète, mais le trio de la 6 être aux avant-postes avec deux Français et donc Matt Campbell. Mais bah, force est de constater qu'en ce début de saison en IMSA, c'est proche, c'est serré, mais ça passe pas pour la 6. Bon, alors, sur quoi on enchaîne après? Parce que. Ah bah attends, alors bah, on enchaîne, on reste un peu sur Porsche rapidement Oui, en décernant, moi je trouve un bon point à la à Proton. l'équipe Proton. Oui. Attends, mais c'est incroyable. Moi, je les mettais pas en dehors du coup, mais tu sais, on était gentils Si, entre si. guillemets en disant bon, voilà, il est là avec sa voiture engagée. Christian Ried, c'est très bien. Euh, il engage n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Bon, bah là, cette voiture, elle termine dans le Tour. Ok, c'est la 6e place seulement avec Yanni, Tristan Vautier et Nico Pino, mais j'ai trouvé que la copie était très bonne et qu'on les a vus surtout se battre aux avant-postes face à Cadillac, face à BM, face à Acura. Donc bravo à l'équipe Proton Compétition. Voilà, je voulais le Mais souligner. non, mais t'as complètement raison. Et Niliani, il a la même. Je suis désolé, je sors la même stat, mais il a la même course que Felipe Nasser, dans le sens où il a fait le départ, il a fait l'arrivée, c'est lui qui a fait le meilleur tour de la caisse, et c'est lui qui a fait la qualif aussi. Donc c'est Ouais. assez logique parce que c'est celui qui est le plus expérimenté en endurance, comparé à Tristan Vautier ou Nico Pino. Mais voilà, bonne preuve de confiance aussi dans Niliani. Et ouais, comme tu dis, bonne performance. Enfin, Nico Pino était assez incisif aussi, il y a eu quelques mouvements sympas. Oui, c'est Tristan clair. Vautier, bah, on connaît sa solidité. Enfin, effectivement, Bah, il avait gagné à Sebring en 2021. ouais. Après, ça va pas aller chercher la Ah, victoire aux mince. 24 heures du Mans, mais c'est. Ah non, non, bah non, parce qu'il y aura encore un problème de porte, je pense, sur le Porsche Non, mais en tout Proton. cas, il y a une vraie. Je fais un parallèle encore une fois avec les années 80 et le groupe C, mais c'est une vraie Porsche privée qui est à suivre, qui est intéressante. Là, tu vois, il y a vraiment un. C'est pas juste des faire-valoir, ils sont pas juste là comme on l'avait un peu dit, comme on avait plaisanté, genre il y a une bagnole et puis vas-y, on roule, on s'en fout. Non, là, ils ont fait la course, quoi. Ils sont dans le tour, comme tu dis. Donc, Hmm, bon, ils ouais. sont à une minute, mais ils sont dans le tour, quoi. Au moins, ils sont dans le tour, c'est clair. Non, bah, on a parlé un peu de BMW qui avait une livrée spéciale et qui a, je trouve, bah, raté le coche malheureusement. Alors on les a Ouais. vus hein, pourtant, hein, ils étaient dans la lutte. Hein. Même cette voiture numéro 25 qui, bah, avec un Wittmann un peu moins incisif, je trouve. Van der Linde et French, c'est quand même deux très bons clients. Mais bah, il y a moins de rythme dans la 25 que dans la 24. Malheureusement, la 24 a été touchée par des petits soucis. Donc bah, on la retrouve loin et c'était celle qui pouvait le plus s'illustrer, je pense, avec Eng, Vantore et Magnussen. Moi, j'ai pas le même avis sur toi que Philippe Eng soit un petit peu en retrait. Moi, je pense que c'est un très très bon au contraire et qui passe un peu sous les radars. Donc, j'ai beaucoup d'espoir avec Philippe Eng, avec donc Vantore et le troisième larron Kevin Magnussen pour les Ah, vache, ouais. prochaines épreuves en IMSA. Mais franchement, ça fait 2 fois qu'il rate le coche là. Et ce qu'on disait aussi, enfin, on l'a pas évoqué, ou alors je viens de faire un mini AVC, mais il y a beaucoup de profils qui viennent de la monoplace et de la F2. Enfin, j'ai Ah, c'est l'impression que la clair. F2 nous produit beaucoup. Ah, il y a des pilotes de F1, je sais, Nasser, je suis au courant, il est passé en F1. Hein. Magnussen, c'est bon, j'ai quand même pas une amnésie totale. Mais il y a Mais non, tu beaucoup rigoles, mais l'école c'est vrai. F2 aussi, non, Si, quand même. si on regarde. Et attends, donc en GTP, mais aussi en LMP2, hein, parce que moi c'est une discipline évidemment que je connais bien, je la commande sur Canal+, donc je suis bien placé pour en parler, mais Nasser, il a été très bon en Formule 2, Vantore, il est passé par la monoplace aussi, il était en F3 et pas loin de faire le pas avant de franchir justement
le transfert entre la monoplace et l'endurance. Kevin Estre, hein, il était en monoplace aussi. Roger Van Der Zande, Niki Loli, Alex Palou, tous ces pilotes-là sont passés par la F3, par l'IndyCar, par vraiment la monoplace. Fred Vesti, vice-champion de Formule 2. Jack Aitken, lui, il était avec Campos à l'époque, équipier de Dorian Boccolacci. Wittmann, il a gagné la Formule 3. Robin French, il était à 2 doigts de vraiment aller en Formule 1 et il a été pilote de réserve pour l'équipe Sauber. Nini Liani, évidemment, un pilote historique de Red Bull. Tu vois, ça commence à en faire pas mal. Will Stevens, qui est passé par la F1, par la monoplace aussi et par le GP2. Nico Müller. Enfin, quand tu vois la liste des pilotes en GTP qui sont devant, il n'y a que chez Aston Martin où tu sais pas pourquoi ils ont choisi Ross Gunn, De Angelis et Riberas, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais, mais sinon, tu as beaucoup de pilotes qui sont passés par la monoplace. Hein. Et en LMP2, c'est pas mal aussi. Hein. Enfin, je sais pas. Et voilà. Tom Dillman, par exemple. Dillman. Tom Dillman, c'est juste dingue, le temps qu'il a dû passer au volant d'une monoplace, c'est assez fou, quoi. Sébastien Bourdet, accessoirement, hein. Ça peut aussi être pas mal. Michael Jensen, il est passé par la F3. McElroy, je crois que c'est aux États-Unis, mais il était aussi en monoplace. Donc, franchement, tu vois, Louis Delettra, on l'a même pas évoqué. Formule mais c'est BMW vrai que Junior, je sais plus quelle année, 2013. C'est ça. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même pas incompatible d'avoir cette expérience en monoplace pour vraiment avoir les bases du racecraft, quoi, de vraiment la performance pure sur un tour. Et puis après, il y a l'adaptation en endurance. Moi, je trouve que c'est vraiment riche d'avoir un parcours comme ça. Et de toute façon, moi, je milite pour ça dans la vie, hein, même d'avoir des expériences assez diverses et variées qui permettent de progresser, quoi. Tu vois, je vais pas encourager tout le monde à aller commenter du tir à l'arc, mais enfin bon, ça peut quand même un petit peu ouvrir des possibilités, peut-être aussi sur le côté concentration quand je commande des disciplines comme ça, pour aller nourrir mon commentaire en endurance, en monoplace ou ailleurs. Mais voilà, je faisais le parallèle et je trouve que les pilotes, justement, c'est important qu'ils aient cette expérience. Surtout quand tu vas en F3 ou en F2, donc évidemment on met de côté la Formule 1 qui reste la discipline la plus inaccessible en sport automobile aujourd'hui. Mais tous les pilotes qui sont... la plus comment dire, inexacte, injuste entre guillemets, tu peux être très très bon et passer à côté de la F1 parce que tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Je pense à Théo Pourchaire, je pense à Raffaele Marciello aussi, hein, qui a dominé la Formule 3. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas que la F1 dans la F1. Voilà, mais jusque-là, en tout cas, je pense que la F2 et la F3, tu es sur des disciplines où tu vas très haut en termes de performance et de, comme tu dis, de concentration et surtout de maximisation de ton potentiel perso, quoi. Tu vois, en fait, c'est la discipline du sport auto dans laquelle tu vas le plus loin sur ton niveau de pilotage à toi, hyper individualiste, quoi. Et donc après, ça paraît paradoxal, mais pourtant je trouve que c'est hyper formateur. C'est que quand tu bascules en endurance, toi, t'as déjà fait le tour de ta question, en fait. Toi, t'es déjà sûr de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire. C'est ça. T'as déjà été poussé un peu dans tes retranchements, pas un peu, même beaucoup, t'as raison. dans tes retranchements de être sous pression, être seul aux commandes, prendre des décisions en piste, enfin, tu vois, être vraiment le capitaine de ton bateau, quoi. Et donc, je pense que quand tu bascules en endurance, déjà, tu te connais. Oui, c'est ça, c'est que t'as un soulagement, parce que t'es moins soumis, toi, à la pression uniquement. Ça devient des décisions plus collégiales, mais tu peux quand même aussi être sur certaines voitures, on va quand même se confier beaucoup à toi, justement, parce que tu as cette expérience, ton ressenti. Enfin, oui, c'est vrai. Je trouve que c'est... Non, mais il y a aussi une question que je pose souvent dans mon podcast Trajectoire, tu vois, c'est de dire, est-ce que tu sais si ça vient de toi, une contre-performance, ou si ça vient de la voiture, ou les pneus, ou... Et ben là, c'est vrai qu'il y a cette case qui est cochée déjà. Tu connais ton potentiel, tu sais que si t'es dans un bon jour... Ouais, Jonathan Cochet dans cette case. et en fait, tu connais ton potentiel. Donc, tu sais si tu es dans un bon jour. Si ça marche pas, c'est que certainement la voiture ne fonctionne pas ou les pneus. Mais au moins, ça te rassure un petit peu. Et tu as cette possibilité-là aussi de comparer avec tes équipiers. Je trouve que c'est très intéressant, ça, tu vois, ce qu'on évoque là. Ouais, parce que après, cette courbe d'apprentissage et de connaissance de soi-même, tu peux l'avoir aussi si tu multiplies les expériences en GT, en proto. On le dit souvent ici, on valorise beaucoup cette pyramide de l'endurance avec les séries que tu connais très bien, beaucoup mieux que moi, la Michelin Le Mans Cup, l'European Le Mans Series, etc. Cette montée vers le WEC et vers les 24 heures du Mans. Mais je trouve que moi, j'ai longtemps été comme ça, tu vois. Je suis pas forcément un grand amateur de Formule 1, je suis pas un très grand connaisseur de Formule 1, de F2, de F3, mais c'est dommage. Enfin, je me dis que j'essaye de plus en plus de faire des passerelles et des ponts parce que les pilotes, eux, les font. Les équipes aussi d'ailleurs, hein, quand tu vois en European Le Mans Series ces dernières années, on a récupéré énormément d'équipes qui
étaient très typées monoplace, mais se sont ouvertes. Alors ça s'est toujours fait, hein. Je pense à Signatech à l'époque, quand ils sont arrivés en endurance, ils avaient déjà un palmarès long comme le bras. Il y a plein d'équipes qui ont des engagements dans les 2 disciplines, mais je vois en tout cas cette sélectivité, cette difficulté d'accéder en F1, et parfois cette injustice de la sélection. C'est pas les 20 meilleurs pilotes du monde, on est d'accord. Il y en a parmi les meilleurs, mais c'est pas les 20 meilleurs pilotes du monde. Fait que la F2 est aussi une école, un vivier pour des pilotes qui arrivent en endurance. Et en fait, il y a des vraies passerelles que j'avais pas identifiées, que je vois de plus en plus, quoi. Ah, c'est vrai, tu vois, on n'y avait pas pensé, et c'est en ça qu'Endurance Club est assez intéressant aussi, je trouve. Alors, on se lance des fleurs, attends, il faut bien. Où on va aller chercher un petit peu plus différemment. Voilà, il n'y a pas que la performance de la voiture, mais aussi la performance des pilotes. Ça reste un sport, hein, tout simplement, le sport mécanique. Mais voilà, chez Cadillac, par exemple, j'ai trouvé que, bah oui, on en a parlé, hein, Fred Vesti avait quand même fait les différences. Malheureusement, sur la 40, on n'a pas trop vu que les pilotes ont fait la différence, parce qu'il y a Brandon Hartley qui s'est un peu raté. Ça lui arrive pas souvent. Mais Brandon Hartley a été préféré à Alex Lynn. Peut-être une sanction du Qatar d'ailleurs. En WEC, je ne sais pas. Mais malheureusement, c'est lui qui fait l'erreur. Ça doit pas être facile non plus à gérer quand tu es un pilote qui vient garnir les rangs d'un trio et au final, où c'est toi qui es pris en défaut. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je t'avoue, je m'étais pas préparé à cette question. Non, en non, fait, bah oui, je suis désolé. Hein. Non, mais oui, c'est toujours aussi la difficulté. Et c'est ce qui fait la complexité de l'endurance, quoi. C'est les trios qui changent, les ajouts de dernière minute ou les trucs, les équipages où la mayonnaise prend pas. Ouais, clairement, ça fonctionne pas. Après, l'inverse c'est vrai aussi. Hein. Tu vois, on a longtemps parlé tout à l'heure de Nick Tandy, Bamber, Tandy et Hülkenberg au Mans 2015. Ça doit être la deuxième ou troisième fois qu'ils roulent ensemble, quoi. Donc, c'est vrai. En fait, au final, des fois, parfois, on peut avoir tendance à, surtout moi, tu sais, j'intellectualise beaucoup les trucs comme ça en me disant, il faut qu'ils aient leurs habitudes, il faut que ça soit André Lotterer, Fassler et Tréluyer, genre, moi, ma combinaison, elle est rangée comme ça, moi, j'ai l'habitude d'avoir des chaussures ici. En fait, non, parfois, il y a un truc beaucoup plus spontané, ça marche aussi, quoi. C'est à l'instinct, c'est ça. Mais par contre, pour la 40, hein, pour Cadillac, là, je voulais dire, c'est compliqué parce que crash à Daytona, accident à Sebring, c'est beaucoup de points de perdus. Ça va pas être facile et je pense même que déjà le championnat est pas loin de s'éloigner. Avec les points qui sont maximisés, enfin, qui sont plus importants sur les... Mais Wayne Taylor Racing, ouais, c'est... Je sais pas. 2 fois 11e. Il y a une espèce d'errement là, à Acura Cadillac, des choix étranges. Enfin, on les a pas au niveau qu'on les avait il y a quelques années, quoi. Non, je suis d'accord, effectivement. En tout cas, Acura, tu vois, t'en parles. Moi, je voulais juste dire que quand même, ils avaient fait une belle perf et que c'est eux, finalement, qui sont en première ligne pour aller peut-être ennuyer les Porsche hein, cette année. Donc voilà, avoir sur la ligne, un meilleur shank. Hein. Sur la ligne, mais pas avant. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est Cadillac et BM qui ont renvoyé les balles. Mais au final, c'est Acura qui se place, quoi. Mais comme à Daytona. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir un peu le même scénario. Bah oui, mais n'empêche que pour aller chercher un titre, c'est aussi bien de prendre des points soit intermédiaires, soit d'être présent jusqu'au bout. On est d'accord. Bon, après, il y aura toujours les Porsche devant, mais oui. Oui, c'est ça. C'est d'être proche, mais t'es pas quand même devant les Porsche. Ouais. Parlons de 2 constructeurs, mais alors vraiment rapidement. Hein. Aston et Lamborghini. Bon, Lamborghini, c'est quand même dommage. Hein. Ils ont été en tête de cette course. Et puis, patatras. Stop the count. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient devant. Mais bon, là, il y a eu un petit raté, j'imagine, à l'arrêt Axel. Et ce qui fait que tout le fil de GTP est passé. Même l'Aston Martin. Ouais, c'est dommage, quoi. Ouais. Aston Martin, si. Aston Martin, ils ont fait un bon travail par rapport à Lamborghini. Tu le dis souvent, hein, mais eux au moins ne font pas le programme le moins important. C'est-à-dire que Lamborghini, là, on les reverra que à Watkins Glen. Hein. C'est petit là. Hein. C'est petit, mais non, et après, Aston Martin, c'est bien. Écoute, ils sont à 2 tours. Sincèrement, avec une voiture nouvelle, pas d'hybride, et un trio de pilotes qui est improbable, je pense qu'on pouvait pas forcément aller beaucoup plus haut. Bah ouais, mais c'est peut-être ça aussi qui va être le facteur limitant. Hein. J'ai beaucoup d'espoir en Tom Gamble, mais Tom Gamble, il n'est pas en IMSA. Hein. Donc c'est un très bon pilote, mais chez Aston Martin Thor, là, je vois pas trop. C'est une année d'apprentissage, hein, cela dit, mais je vois pas trop aller justement. Tiens, tu vois, on parlait des performances individuelles. Ces pilotes-là, qui sont certes très bons en GT, hein, j'ai rien contre Roman D'Angelis, contre Rosgun ou Alex Riberas, hein, au contraire. Mais en hypercar, en GTP en l'occurrence, plus compliqué. Est-ce que Aston Martin sera, tu me dis hein, s'il faut qu'on avance, mais est-ce que Aston Martin pourrait être le premier constructeur de l'ère hypercar à oser un truc un peu
auquel moi je rêve, on pourra en faire un épisode parce que vraiment ça serait génial, qui pourrait faire cette passerelle, je continue la discussion d'avant, et à nous ramener par exemple un Fernando Alonso au volant, ou un Lance Stroll, hein, par exemple. Non, 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 je vais aller plus loin que ça. Je pense pas que ce soit Lance Stroll. Je pense que Fernando Alonso peut avoir l'envie de faire ça. Non, moi je vois tout simplement, alors vous allez me prendre pour un fou, mais un Max Verstappen, hein. Sur l'Aston Martin. Bah oui, parce que il est quand même en discussion, pas avancée, mais bon, pas loin, pour peut-être rejoindre l'écurie qui maintenant peut compter dans ses rangs dès l'année prochaine. On verra peut-être plutôt le fruit de son travail, Adrian Newey. Il a quand même été sponsorisé par Aston Martin sur la voiture sur la Red Bull, hein. Faut pas l'oublier non plus, donc il y a quand même des liens qui existent. Et je dirais qu'il a tellement envie de faire de l'endurance. Franchement, ça pourrait peut-être le faire. Alors, peut-être que lui n'a pas envie d'aller justement avec Aston Martin parce que c'est une marque en hypercar ou en GTP qui ne jouera pas les premières positions. Il ira peut-être plutôt, au vu de son rapprochement avec Honda, avec Acura. Mais je me dis, et je te rejoins, je pense que ça peut l'intéresser, un projet pour faire progresser, voilà, une équipe comme ça. Mais il faudra mettre plus de moyens. Pour le convaincre, il faudra faire vraiment quelque chose de plus fort, quoi. En fait, si Max Verstappen vient au Mans sur le projet, avec le projet Aston Martin et au volant d'une Valkyrie, franchement, ça serait pas un pied de nez à l'histoire, mais ce serait un truc un peu paradoxal parce que, à la base, la voiture était quand même portée par Red Bull. Oui. Avec justement Newey, comme tu dis. Finalement, c'est Aston Martin qui a repris le truc et eux, ils ont développé leur propre hypercar de route qui n'est plus la Valkyrie, mais qui est une copie quasiment conforme de la Valkyrie. Enfin, ça serait incroyable. Et lui, en plus, il roule en Valkyrie. Enfin, il en a une, perso. Ça serait marrant. Ça serait marrant, tu vois. Mais, non, mais en tout cas, moi, ça, c'est un sujet. Mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Dites-nous si ça vous intéresse. Mais moi, j'adorerais, tu vois, lancer cette réflexion et creuser aussi dans l'histoire des pilotes qui ont fait cette double programme, qui aujourd'hui paraît difficile de faire à la fois sport proto et F1. Finalement, c'est plus que difficile, puisque là, ils ont mis un Grand Prix de Formule 1 le même week-end que Le Mans. Alors que je pensais que justement il y avait une compréhension, une synergie. Mais par contre, c'est depuis longtemps que ce n'est pas arrivé. Je pense que c'est l'époque Matra. Non, attends, je m'enflamme peut-être, mais où un pilote de Formule 1 fait aussi de l'endurance. J'ai pas souvenir d'autres. C'est-à-dire un pilote en activité. Un pilote en activité qui roule pour le même constructeur, qui soit engagé à la fois en Formule 1 et en endurance. Je crois que c'est pas arrivé. J'allais dire en activité. Non, mais il roulait chez Racing Point Force India et il est venu chez Porsche. Mais c'est pas Porsche qui était engagé. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais plus. Parce qu'on a eu Alonso, on a eu. Mais il roulait pas pour. Tu vois. Mais non, par contre, moi, ce que j'adorerais en fait, c'est avoir du Charles Leclerc au volant d'une Lewis Hamilton. Genre, ah bah oui. Ah bah non, bien sûr. Charles Leclerc, Arthur Leclerc, j'y crois. Ouais, ça j'y crois, mais peut-être pas forcément là au moment où il sera à son apogée, mais voilà, on est obligé d'attendre qu'il soit en retraite et qu'il ait 45 ans et qu'il ait sa vue qui baisse pour qu'il fasse ça. Enfin, tu vois, j'exagère, mais c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas cette vraie synergie parce que waouh, ça aurait tellement une sacrée gueule. Et je pense que la F1 et le WEC auraient gagné vraiment. Il y en a peut-être un qui peut le faire et ça serait vraiment super pour le marketing, puisqu'ils sont très dans le marketing. Tu mets un Pierre Gasly chez Alpine. Ça serait pas mal, ça, non? Je sais pas qui tu ne mets pas dans les trios. Ça, je ne veux pas me lancer là-dedans. Par contre, ça serait pour le côté marketing et coup de pub. Franchement, ça serait génial. Moi, je signe. J'avoue. Ah non, bah carrément, machine directe. Et McLaren, s'ils reviennent, je sais pas quand est-ce qu'ils l'envoient leur communiqué de presse. J'ai pas eu d'infos sur l'embargo, mais ça va peut-être pas tarder, j'espère. Ouais. Si McLaren revient, vu qu'ils sont très en forme, vu qu'ils sont très très en forme en Formule 1. Ouais. Putain, je le sens bien aussi. J'adorerais avoir les pilotes de McLaren F1 en endurance. Je le sens moins parce que ça joue quand même le titre. Donc non, mais c'est pour cette raison-là, je veux dire, c'est que je pense que c'est quand même une vraie préparation l'endurance et que tu peux pas te permettre de le faire si tu joues le titre. Voilà, c'est plus. Par contre, le jour où on a Max Verstappen aux 24 heures du Mans, je pense qu'on a Lando Norris dans la foulée parce que les mecs ils sont tellement potes et ils se suivent un peu. Enfin, tu sais, ils se chambrent quoi. Ah ouais. Et je pense que s'il y en a un qui vient, l'autre il suit quoi. Ah punaise, ouais c'est vrai que ça peut être pas mal parce que bon ils s'entendent bien mais enfin sur la piste après ça peut être un peu compliqué. C'est musclé, mais bon voilà, ça m'intéresse en tout cas de voir comment dire parallèle. cette passerelle, ce parallèle entre donc les pilotes de Formule 1 et
et les pilotes d'endurance. Bon, écoute, je crois qu'on a été complet sur la catégorie GTP. Je pense qu'on a oublié personne, en tout cas de ceux qui ont fait des performances. Et en LMP2, encore une fois du spectacle. Et alors là, je dois te dire quand même que déjà, on est content que ce soit une victoire française. Tom Dillman s'impose avec un Inter-Europol. J'allais dire, il revient un peu dans ce qu'on a connu de lui, même s'il n'a pas le même trio de pilotes aussi. C'est ça qui explique que peut-être que ce début de saison soit un tout petit peu moins facile que l'année dernière, puisqu'il a Bijoy Garg et Clark avec lui. Jim Clark, ouais. Et Jim Clark, voilà, ça s'écrit pas pareil. Et, et du coup, il s'impose pour un rien, une seconde seulement devant Sébastien Bourdet avec l'équipe Tower. Encore malchanceux, j'allais dire, ça s'est joué à pas grand-chose. Ah là là, Sébastien Bourdet, mais quelle plus-value pour l'équipe Tower Motorsport, oui. C'est vraiment fantastique. C'est pas passé loin de la victoire. Mais ce que je dois dire surtout, c'est qu'en LMP2, ils ont été plus brouillons que prévu, les pilotes, là. Il y a eu des crashs, on se serait cru avec des LMP3. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a eu, ouais, en fait c'est ça. Donc les 6 premiers sont dans le tour, mais par contre effectivement, j'ai vu plusieurs commentaires et plusieurs allusions au fait que oui, le LMP2 nous évoquait un peu les grandes années, les grandes heures du LMP3 à Sebring, et ouais, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu à la fois parce que faut différencier les contacts en piste, tu sais, la compétition, le fait que c'est rugueux, que oui, on s'affronte pour gagner une course, c'est le but du sport auto, et ça, c'est dans toutes les catégories. Ça se voit un peu plus peut-être en LMP2 ou en GT, dans le sens où les voitures sont plus abordables, moins coûteuses, plus facilement réparables, donc les mecs hésitent moins. Tu crois que c'est ça? Non, mais en fait, si tu veux, il y a un peu un parallèle à faire avec ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme le DTM à la grande époque, où on peut quand même aller frotter un petit peu, même si je pondère, parce qu'en LMP2, c'est quand même, faut faire attention, mais en tout cas, il y a ça, il y a la compétition, mais le truc que je vois en plus, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Là, je te dresse directement, je te tends la perche avec notre ami Pérez Companys, mais il y a aussi des sorties de piste tout seul. Et c'est ça qui est plus marquant, c'est-à-dire que les LMP3, c'était caractérisé par ça. Les LMP3, il y avait du contact, mais il y avait aussi beaucoup de sorties où tu te dis, ils s'y mettent tout seuls. Alors, tu te dis toujours, peut-être qu'il a eu un problème technique sur la voiture, il a peut-être perdu les freins, ou pas en fait, non, il s'est juste mis au tas, quoi. Et là, on a un peu retrouvé ça, je trouve. Il y en a un qui s'est mis Ota d'ailleurs dans la voiture numéro 18 avec Hanson, Lutke et donc Ota le japonais. Je sais plus qui était dans la voiture de chez Hera, mais bon, c'était un petit peu malaisant, j'allais dire, de voir cette LMP2 numéro 18 se retrouver en fait dans le dernier virage. Donc à la fois c'est malaisant et à la fois on comprend qu'on puisse se faire piéger dans ce virage-là. Brandon Hartley y est allé en GTP, mais par contre, tu parles de Pérez Companys, alors c'est le tout jeune, c'est Mathias cette fois qui la relève. Ah, c'est la relève. Là, il y avait Ezekiel en GT, mais plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. En tout cas, il fait pas trop de bêtises. Mais là, Louis, voilà, c'est ça. Il y a toute la fratrie, là. Il y a les cousins, les parents, les grands-pères, tout ce que tu veux. Et là, il y a Mathias qui vient dans la voiture qui avait été pilotée brillamment par Mathieu Vaxivière à Daytona. Bon, là, il se met tout seul dans le mur, dans le dernier virage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une voiture se faire piéger comme ça. Ah, puis surtout, il s'y met pas un petit peu, il s'y met, il l'emplafonne, quoi. Il roule dans les marbles, et là, ça tourne plus, et là, c'est fini, quoi. Mais il y a ce côté, ça me fait un peu penser au type de crash. Je vais convoquer vos souvenirs de fans d'endurance, là. Tu vois, premier virage au 24 heures du Mans, donc la courbe qui monte vers le Dunlop. Les voitures, donc ça tourne à droite, tu vois, appui, et puis là, quand ça touche le frein, tu sais, ça déleste, ça part à droite, en mode Yann Magnussen, tu vois, ou... Je crois que Tommy McNeil en Milner. a peut-être shooté une. Ouais, Tommy Milner aussi. Je sais pas si c'est McNeil, mais il y avait la Porsche WeatherTech il y a une année qui avait fait. Et en fait, ça tape. Et ça tape de l'avant et tout de suite, ça fait une toupie, quoi. Ça fait une image impressionnante. Et là, c'est pareil. Il la met vraiment bien, quoi. Parce qu'il y a les pneus qui, certes, absorbent le choc, mais ont aussi cette aptitude à renvoyer la voiture, quoi. C'est vrai. Et un peu comme en flipper, tu sais. Pam. Ah ouais, non, mais là, il a pris cher. Tilt. Et du coup, voilà, quoi. Ça nous fait un petit abandon. Oui, bon après il y a pas eu que lui et que eux deux d'ailleurs à se rater, donc la 18 de chez Hera. J'aurais été méchant, j'aurais dit que c'était dans la grande lignée du pilote historique de chez Hera, mais je ne le dirai donc pas. et donc voilà, dans cette voiture Pérez Companys malheureusement, pourtant ils sont quand même bien accompagnés. Une fois, tu as Mathieu Vaxivière, là, tu as Niklas Nielsen. Enfin, je veux dire, il y a quand même des bons pilotes à côté. Et ils gaspillent leur chance sans
sans problème, j'allais dire. Et puis, il y a eu une pénalité en fin de course. Alors là, bah oui, pour un contact, pas entre LMP2, mais entre une LMP2 et une GT. C'est Malte Jakobsen qui a été jugé responsable en s'accrochant avec la Corvette numéro 13 de chez Awa, toujours dans ce dernier virage. Il a été un peu trop optimiste et là, tout de suite, la sanction est tombée, hein. Et donc, il perd la victoire, alors que franchement, il avait fait un bon travail. Ouais, bah non, mais voilà, tu l'as dit, ça se joue, c'est hyper serré, et on le voit encore une fois, c'était serré en GTP, c'est aussi très serré en LMP2, on va venir sur le GT après, du fait du nombre de neutralisations et de la période des périodes sous jaune, mais on a quand même eu, il y a eu un moment, plus de 100 minutes, je crois, c'est ça, hein, ça fait 1h40, je crois, sans jaune, sans neutralisation aucune, ce qui a permis notamment à Porsche à un moment d'imprimer son rythme. Et en P2, bah, tu vois, ça reste serré à la fin. Et bah, voilà, la décision se fait sur des fautes, sur des erreurs, sur des touchettes, sur des contacts et sur des pénalités. Alors là où on enregistre, faut peut-être qu'on aille checker notre boîte mail. Il y a peut-être une. Avec le contrôle post-race, il y a peut-être un truc. Peut-être que Tom Gilman finalement n'a pas gagné, on va voir. Non, j'espère pas. Ah là là, arrête. C'est vrai que ça arrive de plus en plus, ça, les pénalités après course. Alors on comprend, mais c'est tellement galère pour les fans, pour nous, pour tout le monde. Il manque 1 millimètre sur le fond plat, d'accord. Ouais, 1 millimètre parce que là, à ce moment-là, vous avez fait vous avez touché la peinture rouge sur le virage numéro 13. Non, bah, à un moment, ça devient très difficile, voilà, à suivre, à comprendre. Donc on est avec vous, fans de l'endurance. Voilà, on est dans l'endurance club. On essaye de vous expliquer tout, mais même nous, des fois, on comprend pas les sanctions, hein. Quel est ton avis sur United du coup, puisqu'ils avaient 2 voitures et tu sais, on était un peu mitigé sur. Ouais, bah je reste mitigé, hein. Voilà, okay. Voilà, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, chez United, c'est quand même fou parce que ils sont plus capables de viser les victoires en IMSA, alors que à l'époque ils étaient quand même en place. En ELMS ça va un peu mieux, et je pense qu'on aura de bonnes surprises. Enfin, il faudra qu'on s'intéresse à la liste des engagés de l'ELMS si elle a été officialisée. Là il reste encore quelques jours. On a les engagés bien sûr, mais je parle des pilotes. Chez United, ouais, il faut compter, tu disais, sur des performances individuelles, et là pour le coup, Nick Bull, je sais pas, mais je pense que ça marche pas aussi bien qu'avec Tom Dillman, hein. Il est pas aussi bien accompagné. Tu vois, on néglige peut-être le fait d'avoir un pilote de référence dans une équipe, et on met plus le doigt sur le fait de dire, ah bah moi je roule avec telle équipe, avec Inter Europol ou avec telle structure United, alors ça va aller. Bah oui, mais ça dépend avec qui t'es en fait. Et peut-être que Brandon Hartley, n'importe quoi, que Ben Hanley, n'importe quoi, n'est pas aussi pédagogue que Tom Dillman. Je ne sais pas. Ouais, il y a peut-être ça, effectivement. J'allais faire un parallèle, mais du coup, qui tombe un peu à l'eau avec ce que tu viens de dire. Ah mince, pourquoi? Non, mais j'allais faire un parallèle où t'as un peu l'impression que que je sais pas, c'est des gosses qui ont ce qui se fait de mieux. Ils ont les meilleurs crayons pour écrire, ils ont les meilleures feuilles, ils ont tout ce qu'il faut de bien. Mais bah en fait, ça reste. Tu peux pas t'inventer dessinateur, tu peux pas devenir artiste, même si t'as le meilleur matos, tu vois. Et en fait, c'est un peu bizarre comme comparaison. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ouais, j'ai l'impression que les pilotes sont pas à la hauteur de tout ce qui est mis autour. Voilà, là, la structure United, tu vois. Mais parce que peut-être, quand je dis que le parallèle que je faisais avec les enfants, c'est parce que quand t'as 9-10 ans, ma fille qui a 10 ans, elle n'est pas dessinatrice professionnelle. Et en fait, tu peux pas lui en vouloir, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression aussi peut-être que le choix des pilotes n'est pas adapté aux ambitions qui sont portées. Ou alors les ambitions ils sont au niveau de ce qu'ils ambitionnent. Mais United, ils ont quand même toujours beaucoup communiqué sur le fait qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient poutrer tout le monde. Bah oui. Là, tu vois, mais après, c'est une bonne équipe. Non, mais alors, tu vois, par contre, pour le coup, je pense que le problème, finalement, ne vient pas tant des pilotes bronze, parce qu'ils ont été, en tout cas, sur leur relais et sur un tour, les meilleurs, en fait, hein. T'as Dan Goldberg et t'as Nick Bull qui sont finalement au-dessus. Par contre, voilà, t'as un Paul Di Resta qui, pour moi, est un petit peu limite. Voilà. Le pauvre, tu lui tapes dessus à chaque épisode. Ouais, oh non, quand même pas à chaque fois, mais Rasmus Lind, mais parce qu'il est pas sympa en vrai. Alors c'est le problème. Moi, j'aime bien quand les gens sont sympas. Je veux dire, à un moment, on est là pour tous être dans le même bateau. On est tous passionnés. Moi, je déteste les gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Donc voilà. Et pourtant, j'avais de l'admiration pour lui, mais humainement, j'en ai plus. Voilà. Donc ça c'est fait. Rasmus, on bipera peut-être. Rasmus Lind, qui est assez prometteur, moi je trouve, mais qui peut-être ne s'est pas fait au passage entre la monoplace et l'endurance. Bon, je ne sais pas. Et puis, sur la voiture numéro 2, il y a Correa qui doit se adapter aussi, hein. Finalement, il a été appelé un peu en dernière minute. Moi, j'ai pas été convaincu par United. Voilà. Moi non plus.
Donc comme Bon, ça, eh voilà. ben, si tu vois, on est carré. Par contre, j'ai été convaincu, alors déjà par nos pilotes français, on a dit, et par l'équipe française TDS Racing, parce que ils ont quand même Steven Thomas, qui lui pour le coup est un vrai passionné, un tellement gentil personnage. Vraiment, il est top et il lui arrive de faire quelques petites erreurs. Je suis tellement déçu quand il en fait. Mais voilà, ça arrive, c'est pas son métier. Tu parlais de ta fille qui avait les meilleurs crayons mais qui n'était pas dessinatrice. Voilà, lui il n'est pas pilote, Steven Thomas, mais il fait tout pour justement progresser. Et je trouve que c'est un vrai beau projet qu'il y a avec TDS Racing. C'est lui qui porte le projet TDS aux Mhm. États-Unis. Mhm. Et il y a Mikkel Jensen qui est un sacré cador. D'ailleurs, il a été, je crois, le plus rapide en course, si je dis pas de bêtises, 50,8. Et puis Hunter McElroy. Vraiment, ça méritait de gagner. Honnêtement, TDS, ça méritait de gagner, sauf qu'ils ont été à un moment donné poussés par une autre voiture et qu'ils ont perdu du temps et qu'ils n'ont pas été dans la bonne fenêtre et qu'ils ont dû repartir pas à une bonne position et etc. Tu vois, la track position est quand même très importante à Sebring, mais je crois que eux étaient un petit cran au-dessus ce week-end et malheureusement, ils ne font que, entre guillemets, podium, mais c'est déjà super d'être troisième. Ah, mais j'ai vu Steven Thomas devant, effectivement, et comme tu dis, TDS, ils sont toujours placés, quoi. Il y a toujours, ça marche Ouais. toujours bien, il y a toujours le bon truc. À voir comment ça se développe sur le reste de la saison, quoi. Oui, c'est vrai. Déjà, tu as quand même une bonne indication quand tu as les deux pilotes qui sont donc soit Platinum, soit Silver, qui Ouais. se retrouvent dans le top 5 du B-Pilar. Ça Pas mal. ça place un peu la performance, effectivement. Bah oui, tu te dis que la voiture était bien réglée aussi, quoi, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, LMP2, bah oui, un peu plus brouillon que prévu, voilà, un peu plus brouillon que d'habitude, mais bon, on a apprécié quand même. Brouillon aussi en GTD, hein. Alors en GTD Pro, c'était un peu plus calme, Hmm. je dirais, avec notre grand Voiture ami préférée? Rexy, Hmm. ah bah oui, qui a réussi à gagner. Bah, ça, c'est la vibe Citroën Picasso, tu vois. C'est vraiment, on leur a donné de l'élan. Ouais. Non, mais Elle était belle. D'ailleurs, elle était belle, hein, cette Citroën, hein. Ça respire, hein, le moteur Citroën dans la Porsche. Mais alors, écoute, ouais, il gagne avec un Lorin Heinrich des grands jours. Bon, de toute façon, Oui. il a souvent des grands jours, hein. Et Euh, attends, il y a Barler aussi qui est vraiment bien. Et puis Alessio Picariello, hein. Vraiment, t'as un sacré trio là aussi, hein. ouais, mais non, mais moi, je retiens juste, je retiens plus Heinrich dans le sens où, bah, comme, c'est marrant, ça fait vraiment des parallèles avec les autres catégories, quoi. Mais Ouais, pareil, pilote au départ, pilote à l'arrivée, pilote de qualif, pilote le plus rapide de la voiture. Bah voilà quoi, il a marqué de son empreinte cette course en GTD Pro. Après, petite mention spéciale aussi quand même, derrière, il y a deux BM. Moi je suis assez fan de c'était la 48, avec ouais. S et Harper et Krohn. Donc là on a une vibe, parce que tu parles de vibe, là c'est la vibe Oh, c'est clair. BMW Junior School Scholarship Programme. Enfin, Mais Harper dans les c'est deux, ça, hein, hein. il fait partie des... Ouais, avec Verhagen ouais. aussi, hein. Donc BM, ils non, ont... t'as des beaux équipages, hein. Ouais, ouais, BM, on en avait déjà parlé, je crois, mais moi j'adore ça. Ils ont relancé un peu ce côté prendre des jeunes et les faire monter en compétences, etc. Et ça a commencé modestement. Je crois qu'ils ont commencé genre sur des M235i aux 24 heures du Nürburgring. Alors quand je dis Mhm. modestement, c'est parce que quand tu fais des Ah, week-ends pour leur permettre en d'apprendre. VLN sur une 235i, tu prends pas pour un pilote, tu prends pas pour un pilote de F1, tu vois, tu Non. charbonnes quoi. Sauf qu'après, tout ça, ça aboutit sur monter, passer en GT3, faire les 24 heures du Nürburgring, et maintenant avoir des programmes officiels voilà, intéressants. Donc voilà, j'aime bien Paul Miller Racing, ils ont des line-up assez solides, on parlait des line-up BMW en GTP. Bah, c'est pareil, je trouve qu'en GTD, c'est quand même ultra solide, donc ça fait 2 et 3 à l'arrivée. C'est pas une victoire, mais bon, voilà, Ouais, c'est bien bien, hein. placé. Et il y a eu il y a eu du contact. Les BM sont tactiles Oui, en IMSA. un petit peu. Un petit peu, effectivement. Et alors, donc, GTD Pro, victoire Porsche, tiens, encore, hein, Porsche en GTP, Porsche en GTD Pro. Mhm. Et par contre, les contacts, il y en a eu en GTD, hein. Oh là là, jusqu'au bout. Alors, c'était intéressant à suivre, hein, cela dit, parce que, bah, voilà, il y a eu du suspense, comme souvent d'ailleurs, hein, en GTD. Et comme souvent, je dirais, à la fin, c'est Mercedes qui gagne. Et là, ils n'ont pas eu besoin de reprendre 32 tours, Ouais, non, j'allais dire, elle avait pas 7. 30 tours de retard ce coup-là. Ils ont dû Mais se par dire, bah, contre, course nickel, bah, on n'a pas eu de problème. oui, alors, course nickel, mais ils ont quand même pas eu une course facile en fin de relais, en fin d'épreuve, j'allais dire. Et surtout, ils ne se sont pas fait des amis. Chez Lexus, ils sont pas très contents. Oxworth et Ellis, là, qui sont venus au contact, ça a été finalement une manœuvre digne de la NASCAR, un bump and run pour la Mercedes face à la Lexus. Et alors là où bah, ça dépend et c'est différent de l'Europe, il n'y a pas eu de sanction. Alors que Mm. franchement, c'était pas très propre, hein, ce contact. J'aime bien la course rugueuse à l'américaine, tant mieux, c'est vrai que c'est joli, mais je me mets à la place d'Oxworth.
il se fait sortir comme un malpropre. Ouais. Heureusement, il sort pas de la piste, mais il doit avoir les boules, hein. On avait eu, je sais pas si c'est au même endroit, mais en tout cas, les images vues d'hélico me faisaient un peu penser à la bataille Bourdet-Deletra qu'on avait déjà eu aussi à Sebring. C'est un Euh, petit peu avant. C'était un tout ouais, petit peu avant, ouais, tout à fait. C'était mais lui, Bourdet et Letra, c'était le virage de l'épingle. Alors attends, je vais te retrouver le numéro de virage quand même, hein, pour qu'on soit précis dans l'Endurance Club. C'est le virage 7, donc l'épingle, où Louis Deletra a plongé à l'intérieur, alors que le petit contact là, entre la Lexus et la Mercedes, ça se plaçait entre le 3 et le 5, ok. justement. Mais oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, ce qui est marrant, et on le voit très bien sur les images d'hélicoptère, c'est qu'il y a le contact, certes. Et le contact, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, surtout pour nous quand on regarde les images, parce que tu peux avoir, quand tu as deux voitures qui se touchent, tu peux avoir des petites pièces qui volent, tu peux avoir des éléments de carbone, tu peux avoir des éléments de carrosserie, etc. Mais le truc le plus dommageable quand il y a ce genre de contact, c'est que celui qui se fait percuter, en l'occurrence là, c'est la Lexus, le Oui, contact fait que bah, comment dire, au niveau de la transmission, enfin la puissance, la transmission au sol est perturbée, là, tu perds un peu le contrôle et tu perds beaucoup de temps. C'est pas juste, comme tu dis, un petit bump et puis bon, on s'y remet et on repart. C'est que là, sur la ligne, il y a 3 secondes d'écart, mais sur le coup, il perd beaucoup plus parce qu'il est ouais. vraiment plus maître du véhicule et il remet les gaz, mais tu t'es vraiment. C'est pas un dixième ou deux dixièmes qu'il a perdu, quoi. C'est vraiment la manœuvre qui l'a bah, clairement foutu derrière. Enfin, je Ah, je suis suis surpris d'accord. qu'il n'y ait Et pas eu de attends, pénalité. Je suis surpris. ils auraient pu, bah ouais, moi je pensais aussi qu'il y aurait une pénalité, mais bon, Ah ouais, y a pas eu. franchement, ouais. Et attends, ça a failli les mettre troisième même d'ailleurs, alors qu'ils Mhm. étaient vraiment bien placés avec cette fameuse Lexus. Troisième derrière Aston Martin qui revenait, hein, sur la fin de course. Tu vois, je parlais de Tom Gamble. Bah voilà, je pense que Il Tom était là, Gamble ouais. c'est un très bon, que ça soit en hypercar, en proto LMP2 ou en GT3, il est solide. C'est là où tu vois vraiment la qualité d'un pilote. Et puis accompagné de Casper Stevenson qui l'année dernière était avec Racing Spirit of Le Mans avec notamment Derek Debour et Valentin Asclot, donc très bon pilote aussi. Et puis Zach Robichon, que j'apprécie énormément. Voilà, gentil, rapide, humble, les pilotes qu'on aime, quoi. On n'a pas encore évoqué le cas Lilou Wadou, malheureusement. Oh là là, la pauvre. Non, mais c'est pas Liu Wadou le problème. Bah non, C'est justement, c'est Alessandro pour ça que Pierguidi. non, mais je dis ça, je Mais prends le qu'est-ce qui. prisme de parler d'elle parce qu'on on parle souvent Mais d'elle oui, en bien, et là on peut en parler en bien encore, mais elle a malheureusement, voilà. encore. Mais j'ai eu l'impression comme l'année dernière, c'est pas Et ouais, possible. Elle prend le relais. L'année dernière, c'était avec la Proto P2, elle s'arrête sur problème technique. Et là, elle prend la Ferrari qui avait fait du off-road, qui a fait du rallycross, qui a tout fait avec un Pierre Guidi des grands jours, mais pas dans le bon sens du terme. Il a été tout feu tout flamme, mais il a fait ah un ouais. peu n'importe quoi. Ça peut arriver, hein. On lui excuse parce que, enfin, on l'excuse parce qu'il fait tellement de belles choses, Pierre Guidi, que là, bon, c'était une course où il était pas dedans. Et ben donc, bah voilà, Lilou Wadou prend la voiture, prend le volant et patatras, abandon. Elle avait eu aussi le cas aux 1000 miles de Sebring quand elle partageait le volant avec Luis Pérez Companys aussi. Il avait pas foutu la voiture sur le toit au premier virage, un truc comme ça. Hein, c'était ça. Mais ouais, non, c'est dommage. Et Foucault aussi, qui était là, qui était présent sur une Ferrari de chez Settilar, bah c'est pareil, enfin, abandon. Du coup, enfin, il y a eu, ouais, il y a eu plusieurs, enfin, tu vois, les pilotes Ferrari officiels qui sont venus là faire le boulot, quoi, accompagnés d'autres pilotes. Pas un gros week-end pour eux, quoi. C'est vrai que les pilotes Ferrari, là, ils ont pas été au rendez-vous. Ouais, j'avais pourtant un peu d'espoir, hein, même pour cet Hilar, tu vois. Comme quoi, il m'arrive d'avoir de l'espoir. C'était Lorenzo Patrese qui était avec Serna Giotto et avec Fuoco. Et ben, ça l'a pas fait. Du coup, ouais, il termine pas. Et donc, il se retrouve bien loin. Ferrari, donc, pas en grande forme en GTD. Par contre, bah, voilà, dans les autres voiture à noter peut-être en GTD, c'est de se dire que BMW fonctionnait bien aussi, hein, parce que il y a beaucoup de GTD qui ont terminé devant C'est les vrai. GTD Pro, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai, carrément, Voilà. BM en forme. Un petit mot aussi sur l'équipage 100% féminin Irondale, Ah, ça fait oh là 11e là. en catégorie. Mais Ouais, pourquoi non, ça marche bah, pas? Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. hmm, Je comprends pas. Elles étaient vraiment au fond du trou, quoi. Sarah, Michel Gatting et Raël Frey. Pourtant, c'est un bon trio. C'est ah le bah ouais. trio, moi, je trouve, de référence. Et je ne comprends pas comment ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pas au niveau aussi de la stratégie, peut-être, parce que c'est très différent de l'Europe, hein. Essayer d'anticiper peut-être les drapeaux jaunes, essayer de pouvoir s'ouvrir les opportunités. Est-ce que on se ferme peut-être dans une stratégie marquée à l'avance et on se met du coup dans le mauvais timing et dans le mauvais rythme?
franchement, j'ai peu d'explications. J'aimerais en avoir, mais j'ai peu d'explications sur cette performance encore un petit peu en retrait hein, finalement pour nos Iron Dames. En termes de rythme, remarque, c'était loin aussi. Hein. Franchement, c'était un peu loin. Sarah, avec un 2-0-1-9, quand tu compares à Daniel Serra, par exemple, en 2-0.7. Et alors, c'est pas les mêmes catégorisations de pilotes, hein, évidemment. Et par contre, alors Lorena peut-être Heinrich que était en Mitchell 1,50, Gatting. non? Je rigole. Ouais, c'est ça. Non, mais 2-0-1-7, le Mitchell Gatting fait pareil que Sarah Bovy finalement, tu vois. Et Raël Frey est en 2-0-2-3. Non, il y a peut-être un problème de rythme en fait hein, sur Ouais, Porsche. bon, peut-être pas Autant trop Sarah regardé, fait en fait. son travail, pardon, son taf, mais les équipières, bon, peut-être un petit peu juste. Voilà. Non, mais c'est dommage quoi. Voilà, ça peut arriver malheureusement, mais bon, faut que ça marche, hein. Faut que ça marche. C'est vrai qu'en WEC et en ELMS, il faudra compter sur Célia Martin pour lui permettre de prendre aussi pas mal d'expérience. C'est important pour avoir un relais solide pilote bronze, quoi. Là, je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc, je ne peux être que déçu Ouais. par ce résultat. Non, mais ouais, moi j'ai des attentes élevées sur la Oui, montée en puissance en ELMS et en WEC, franchement. En IMSA, j'y crois moins parce que, comme tu dis, ouais, ça paraît moins adapté comme championnat. Alors, on n'y voyait là aucun jugement sur le fait que ce soit des pilotes femmes, hein, ça n'a rien à voir du tout. Ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, ce projet-là, Iron Dames, Iron Lynx, depuis le début, est très orienté Europe, WEC, ELMS. Et oui. effectivement, cette façon de faire la course, peut-être, correspond mieux à ce projet-là. Et après, voilà, elles peuvent pas se couper de l'IMSA, elles le font depuis plusieurs saisons. Non, On non, l'a vu non. aussi avec Lamborghini par le passé. Je pense qu'il y a de belles choses à aller chercher là-bas, mais ouais, t'as raison, j'avais pas pensé à ça sur ce côté Bah, shift un c'est ce peu que je de me dis. stratégie, de vision de la course. Et parce que ça compte aussi pour les pilotes. Hein. Tu vois, Sarah Bovy, par exemple, Sebring, ça va, ça lui va bien. Hein. Elle avait signé la pole de mémoire aux 1000 miles C'est à clair. l'époque avec le WEC. Enfin, je pense elles ont toutes les trois les compétences largement pour être au niveau, mais ouais, il y a peut-être cet état d'esprit ou cette vision qui est moins adaptée à la course façon IMSA. Et c'est peut-être ça qui explique un peu qu'elles soient moins dedans. Après, à Daytona, on l'avait vu, elles n'étaient pas dedans en termes de classement. Mais en vrai, ça va quand même. Enfin, tu vois, Oui, mais c'est moins un le circuit fil à est l'américaine, tellement complet. Daytona. Je sais pas comment te dire, parce que t'as quand même Ah ouais, tu ce trouves? côté un peu. Bah, je sais pas, t'as ce côté un peu plus lisse déjà par rapport à Sebring. Et puis, Hmm. ouais, ça me fait penser plus à Non, ouais, mais une la piste. gestion des jaunes, comme tu dis, la Ah gestion des oui, drapeaux jaunes, la gestion du trafic, ah je bah oui, pense que ça c'est ça sûr. fait une vraie diff, quoi. Ça fait une vraie diff que quand tu compares à, je sais pas, moi, quand tu fais 4 heures à Barcelone, ouais, c'est pas la même, quoi. Ah oui, non, on est d'accord. Oui, oui, non, c'est clair. Hmm. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Bon, en tout cas, prochain rendez-vous pour l'IMSA, bah, ça sera pas une course d'endurance, hein, ça sera à Long Beach. Alors là, ça y est, hein, pareil, Ah ouais. deux salles, deux ambiances, comme on dit. Mais ça va être intéressant à suivre aussi. Alors, il y aura moins d'engagés, hein, moins de voitures. Heureusement, parce que sinon ça passait pas. Mais malheureusement, pas de diffusion en France. Parce que Automoto, la chaîne, a priori, ne diffuse plus les résumés de ces courses-là. J'en étais Ok. bien fort mari, bien triste, mais la prochaine diffusion en France, ça sera Watkins Glen hein, pour une des courses d'endurance, en plus de Indianapolis et de Petit Le Mans en fin de saison. Ok. Voilà, Bon. bon, Alors, dommage. on peut basculer, Ah bah oui, sur c'est quoi ton actu. oh bah carrément, on va basculer sur c'est quoi ton actu. Alors moi je veux tout savoir sur tes préparatifs, tes préparations pour, cette fois-ci je me trompe pas, ce week-end où tu vas aller à Barcelone en Espagne. Exactement. À Barcelone, en Espagne. J'aime bien comment tu précises, tu Ouais, vois. C'est pas, je il y vais a peut-être pas. Barcelone aux États-Unis, je sais pas, il y a des villes improbables aux Ah, il y a États-Unis. bien Saint-Pétersbourg, comme tu dis, aux États-Unis. Donc, Voilà. Il y a effectivement. Vichy aussi, parce que comme je suis de Vichy, C'est je me suis vrai? renseigné. Il y a Ah Vichy ouais. aux États-Unis. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Ok. quoi. Ouais, donc Barcelone, effectivement, bah là, ça se rapproche. Ça y est, au moment où l'épisode va être en ligne, je serai peut-être probablement sur la route. Ah ouais. Tu vas Donc t'écouter? voilà, manche d'ouverture, on va dire, de la série Peter Auto 2025. Il y a déjà eu une manche qui a été organisée en parallèle de la course WEC au Qatar, d'ailleurs. Oui. C'était un peu un plateau voilà, différent. Enfin, il y avait une seule course, en tout cas, c'était une course de support. Là, c'est vraiment le grand début avec toutes les séries peut-être que vous connaissez déjà. Je pense au CER notamment. Il y a Endurance Racing Legends. C'est de ça dont on Ah. parlera peut-être le plus ici. Hein. Oh oui. C'est la série dans laquelle il y a, par exemple, je sais pas moi, des Porsche Et Peugeot? 996 et 997. Alors là, je crois qu'il n'y a pas de Peugeot sur ce Mince. coup-là. Mais t'as de l'Audi R8, des Riley Scott, Bentley Speed 8. Enfin voilà, c'est la série qui parle peut-être le plus à vous qui nous écoutez si on est dans la même tranche d'âge, etc.
Mais on a aussi du Classic Touring Challenge, du Heritage Touring Cup. Enfin, il y a des plateaux, c'est incroyable le nombre de voitures qui vont être présentes. Et donc voilà, début de saison pour moi où je vais être aux commentaires avec, comme on l'avait dit, Vincent Franzen et Julien Ergo. Donc beaucoup de boulot parce que ça va être une première pour moi dans ce championnat. Ah oui. Aux commentaires. Et voilà, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il y a une diversité de plateaux, de voitures, donc ça complexifie le boulot. Mais en même temps, ça nous ouvre des portes incroyables pour avoir des anecdotes, sortir des infos. Enfin voilà, je pense qu'on va bien s'éclater. Et donc, c'est aussi une nouveauté, puisque Peter Otto fait l'effort cette année de diffuser. Toutes les courses vont être accessibles sur YouTube, gratuitement. Donc c'est une vraie montée en puissance de l'endurance historique. Et je suis content d'y participer et d'y contribuer. Ah, c'est génial, on a le duo de l'Endurance Club qui sera présent en gratuit sur YouTube avec d'un côté donc chez Peter Otto l'historique avec toi et puis de l'autre en ELMS où j'officierai dès Barcelone. Tiens d'ailleurs aussi on fait des parallèles. Ça sera le premier week-end d'avril donc on aura l'occasion d'y revenir mais ça approche petit à petit mine de rien avec la première manche de l'ELMS les 4, 5 et 6 avril. Donc bah ouais ça va être bien. Tu me diras, tu partiras en éclaireur, tu me diras si Barcelone le circuit tu connais mieux que moi, été bien préparé. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Mais c'est bien, tu pars en éclaireur. Ouais, bah écoute, moi j'ai jamais été à Barcelone, donc ça va être une découverte. J'ai jamais été au Ah oui, c'est vrai, tu l'as circuit dit la semaine dernière. Barcelona-Catalunya, donc ouais, j'ai hâte de le découvrir quoi. Trop bien, trop bien. Bah écoute, moi je reviens de qu'est-ce qu'on a fait là? Je me souviens même plus tellement que les choses s'enchaînent. Mais ce week-end, donc j'étais complètement en décalage horaire avec la Formule 2, la Formule 3. J'ai même fait un peu de saut à ski sur Eurosport. Enfin voilà, histoire de s'occuper. Je reviens aussi d'un roulage il y a donc une semaine et demie, là même pas. Au Mans où avec Skids and Drive et Sébastien Noël, c'était un grand plaisir. Voilà, donc la vidéo va bientôt sortir, je ne sais pas quand, mais elle va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est une actu aussi intéressante. Je vous le donne en mille, mais le podcast avec Henri Pescarolo est sorti, mesdames et messieurs, pour Trajectoire. Ah tu l'as vu? Bon, non, enfin, maintenant faut l'entendre. J'ai eu la notification, j'y ai pensé. Ça y est, il est enfin en ligne. Ah bah oui, attends, et il me stressait. Non, pas du tout. Il a pas de vision sur ce qui est présenté sur lui, sur ce qu'il fait, Henri. Et j'ai été surpris. Ouais, j'ai été surpris quand il reçoit des gens chez lui. Il a fait plein d'interviews avec plein de monde différents. Et en fait, il écoute pas vraiment, parce qu'il n'a pas le temps non plus, peut-être non plus à consacrer à ça. Et puis il connaît les histoires qu'il a racontées, évidemment. Mais ouais, il s'intéresse pas à ce qui est fait après de ce qui donne. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai passé un moment. Il va pas te RT ou tu vas pas être en collaboration sur une story sur Insta avec lui quoi. Bah je crois pas. Alors que j'ai tenté, mais non, j'ai pas eu de réponse. Mais je suis tellement content. Non, honnêtement, ça faisait un petit moment que j'étais sur le montage, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, etc. Bon bref, mais ça c'est ma tambouille interne. Mais en tout cas voilà, le podcast est sorti, donc ça c'est vraiment une grande fierté, je dirais, et j'espère que ça va vous plaire et que ça va te plaire aussi. Il raconte des choses qu'il n'a pas forcément racontées souvent. Il les a déjà racontées, mais pas souvent. Donc, non, mais carrément. Je vais écouter ça, bien sûr, évidemment. C'est assez intéressant, je trouve. De toute façon, il a une culture incroyable, Henri. C'était un moment hors du temps, vraiment exceptionnel. Et puis la semaine là qui arrive, il va y avoir l'interview de Eric Friedrich, qui est le patron, le créateur, comment dire, le fondateur de l'association du sport et plus, où Kevin Estre est un ambassadeur justement, comme Margot Lafitte. Et je suis allé le voir parce que c'est la semaine du podcaston cette semaine. Et donc en fait, pour mettre en valeur des associations, eh bien il y a des podcasts justement qui sont en soutien avec cette belle manifestation. Ça fait 3 ans, je crois que ça existe. Et je voulais, avec Trajectoire, faire partie aussi de cette aventure. Donc cette semaine, ça sera du sport et plus, l'association que je vais mettre en avant. Et donc le podcast sortira voilà, dans les heures qui vont suivre la sortie d'Endurance Club. Ok, je sais que Kevin Estre est assez actif avec eux. Mais oui. Il fait souvent des opérations, des roulages, comme tu dis. Ouais, des roulages. Et puis, je me souviens aussi qu'il avait... alors, je sais pas s'il a offert le casque, enfin, s'il y avait des enchères et que l'argent allait à l'association, mais exactement. Il y avait un truc avec le casque Cochon Rose, enfin, avec lequel il avait gagné avec la Cochon Rose. Et sa combinaison de champion du monde chez Penske. C'est un mec qui est généreux en piste et aussi en dehors, et c'est pas le genre de truc sur lequel il va communiquer, donc on le fait pour lui. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses, quand on connaît un peu les pilotes et les personnes, il y en a comme ça qui sont des gens bien, quoi.
Voilà. Ouais, franchement, bravo Kevin, Margot Lafitte aussi. On a Mhm. pas mal Ouais. d'ambassadeurs en fait pour cette association du sport et plus qui vient en aide aux enfants qui sont hospitalisés. Et on évoque tout ça justement dans le podcast Trajectoire à travers Eric, mais aussi évidemment à travers ses actions pour du sport et plus. Donc voilà, j'étais heureux de mettre en avant cette association. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc de découvrir le portrait, le profil d'Eric qui est un véritable passionné aussi de sport mécanique, mais pas que. Il aime bien tout ce qui est sport, justement, d'où le nom du sport et plus. Et puis, Ok. puis ce week-end, eh ben, je vais commenter. Donc là, ça sera plutôt sur Eurosport qu'on me retrouvera, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compétitions auto ce week-end, hormis quand même, je ne vais pas oublier, l'IndyCar, où je vais faire mon retour sur l'IndyCar sur Canal+. Donc ça sera dimanche soir. Et entre-temps, bah, je fais un petit peu de ski cross, voilà, les vendredis, samedis et dimanches. Et c'est une super discipline aussi où j'aurai le plaisir d'être avec Ophélie David que j'ai fait dans Trajectoire. Donc voilà un programme bien chargé ce week-end, mais cette fois-ci, je ne serai pas en décalage horaire. Ça, c'est Et mieux. où est-ce que ça roule en IndyCar? Ça roule en Californie, à Thermal. C'est Thermal Club, c'est un circuit qui a intégré le calendrier l'année dernière. C'est pas le meilleur circuit ou le plus Ok. intéressant, mais il peut y avoir du spectacle. Ok. Voilà, Ok, bah comme toujours en IndyCar. je ne suivrai pas du coup, Ah, mais d'accord, merci. bah non, en étant à Barcelone, quoique ça dépend. Bon, c'est à 21h. C'est 21h le samedi? Ouais, non, non, le dimanche. Le dimanche? Ah bah si, il y a moyen en Tu vois, fait. c'est Il y a jouable, peut-être hein. moyen. Ouais, il y C'est a jouable. peut-être Bon, moyen. tu Faut que je regarderas trouve pas le ski cross, mais tu regarderas peut-être Tu, Indy. tu me renverras tes codes Canal. Ah non, c'est Voilà. Eurosport, mais c'est nickel. Non, c'est ça, Canal. Ouais, tu me renverras Non, tes c'est codes. Canal. Hmm, Ouais, ouais. bien sûr, si j'en avais, ça serait bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était encore un plaisir. On est revenu sur Sebring. La semaine prochaine, je pense qu'on aura une petite note sur quand même ce que tu as vécu à Barcelone, et puis on essaiera de voir quel est le Hmm. meilleur sujet pour pouvoir préparer une belle semaine. Voilà. Ah, mais je vous proposerai un débrief complet, parce que pour moi, c'est vraiment une nouveauté de basculer comme ça dans ce monde de l'historique que je connais déjà, mais bien sûr, mais en ayant un rôle et en y bossant. Et ce qui est marrant, c'est il va y avoir pas mal de voitures que j'ai connues en étant plus jeune, en compétition moderne, tu vois, les 996, 997, je connais ça très bien, mais là, les voir dans des meetings historiques, ouais, ça va faire un truc. J'ai déjà fait des meetings, hein, j'étais aux 10 000 tours au mois d'août, fin août. Ouais. Mais voilà, suivre une saison, c'est marrant, quoi. Tu vois, suivre l'aspect sportif, compétition de voitures historiques, c'est un peu une nouveauté et j'ai hâte de vivre ça, quoi. Ouais, c'est sympa. Alors, soit tu nous feras un petit débrief, soit on a une petite surprise parce que pendant Rétromobile, on a enregistré un épisode Ah, avec les amis c'est et vrai? Ah on bon? se demandait, ouais, on se demandait si on n'allait pas mettre cet épisode la semaine prochaine. Eh ben, On vous faisons tiendra ça. au courant de toute façon. Non, Ça mais serait pas faisons mal, ça, ça. non? J'aime bien comment tu amènes les choses. Évidemment, c'est ce qui était prévu. Donc ouais, la Oh, semaine ça va, prochaine. ça va. La semaine prochaine, vous avez un. On spoil ou non? On dit rien? Non? Non, on dit rien. On Ah dit bon, que c'est ok. un épisode enfin, comme tu veux. Si, on donne Non, mais envie aux ouais. gens. Non, si, on donne envie aux gens. On est revenu sur quoi, le côté endurance, justement, en faisant des parallèles entre le moderne et l'historique, non? Exactement. Et c'est un épisode dans lequel il y a des anecdotes, des choses inédites que toi tu racontes d'ailleurs. Enfin, des choses que je savais pas, moi aussi. Ah, Et puis nos invités. C'est un peu sur notre. Ouais, il y a eu un prétexte dans l'épisode qui était que j'ai fait un petit quiz avec des questions pièges sur les 24 heures du Mans. Donc vous pourrez jouer aussi à essayer de trouver les réponses. Et voilà, et après on raconte chacun, donc on est 4 autour du micro et on raconte chacun nos anecdotes. Et je pense que c'est un épisode qui va vous plaire. Si vous êtes vraiment fan de l'Endurance Club, là c'est du Endurance Club 100% quoi. eh ben c'est génial. J'espère ouais, voilà, que les retours seront là. On compte sur vous pour continuer de Tu l'as pas commenter. écouté encore toi, ouais. Voilà, en dessous de la vidéo YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Donc sur Apple Podcast, c'est vraiment faire un petit mot et puis ça servira pour tout le podcast. Mettre des étoiles et des notations, bah ça serait top, hein. C'est toujours difficile, même sur Trajectoire, hein, si vous écoutez Trajectoire, tiens, j'en profite, hein. Mais c'est vrai que ça fait grandir forcément aussi la base des gens qui peuvent écouter et qui peuvent connaître, tout simplement. Parce que déjà, la première chose pour écouter, faut connaître. Donc En fait voilà, on c'est compte ça, sur votre ouais. soutien. Ouais, faut vous négligez pas le fait qu'une action comme un like, un commentaire par exemple sur YouTube, ça décuple. Nous en fait, une fois qu'on a mis le contenu en ligne, on a nos réseaux, Endurance Magazine peut-être que vous suivez, Ouais, bien sur sûr. Insta, sur Twitter, etc. On essaie de relayer, mais vous avez une puissance incroyable de faire un like, faire un commentaire ou un partage, ça décuple la visibilité de la vidéo. Et c'est juste, ça peut nous booster en termes d'audience de manière folle, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît, voilà.
Voilà, exactement. Le message est passé. Merci Geoffroy en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'Endurance Club, dès la semaine prochaine donc, peut-être avec les amis. Voilà, côté historique. Et puis on débriefera aussi de l'ELMS. En tout cas, on présentera la saison la semaine suivante. Mais ça va être très très sympa, ce petit programme, je pense en tout cas. Je l'espère, parce que c'est une semaine où il y a un petit peu moins de contenu. Et donc, comme il y a de l'historique, eh ben, on voulait en profiter. Merci Geoffroy, très bonne semaine. Eh ben, merci Anthony, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. À très vite. Ciao, ciao.